Donc, un petit mot pendant que vous vous installez. Effectivement, je m'appelle Vincent Orbulot. J'anime une émission télé, principalement à vocation économique et politique. Et évidemment, tous les sujets de société sont intéressants. Et j'essaie de le faire sans parti pris. Et quand on m'a proposé d'animer ce débat, effectivement, sur ce plan passionnant sur les opportunités et enjeux pour les protéines animales et végétales en France, mais principalement en région BFC. À peine ouvert les dossiers, je me suis dit que il y a tellement de choses qu'on ne sait pas finalement par où commencer. Donc, les invités, je vais peut-être... alors, il y a des peut-être connus, évidemment, je pense que vous connaissez, on va peut-être resituer qui vous êtes. Est-ce qu'on a un micro, peut-être, Hélène? On commence par vous, Karine, peut-être. Bonjour, donc Karine Gallardo, je suis directrice de recherche dans l'UMR Agroécologie, donc je suis une RAE. Donc je travaille plus précisément dans un pôle de génétique et d'écophysiologie des légumineuses à graines, et je coanime une équipe sur la qualité des graines de légumineuses. Voilà, Karine va être notre volet scientifique, ça va être notre repère science de ces débats. Ensuite, nous avons Didier Touillon. Bonjour à tous. Et Laurent son débats. Voilà, tout à fait, en plein cœur de la zone charolaise, bien sûr, de Charolais. Je suis également membre de bureau d'un groupe coopératif Sicarel, donc qui collecte du bœuf, bœuf, porc, agneau, abat, transforme, livre jusqu'à la porte de la grande distribution et de la restauration collective éventuellement. Donc du ramassage jusqu'au camion, au frigo, et c'est voilà. aussi... Et ouais, transformation en tout genre, caché, saucisse, tout ce qu'on peut. Voilà, Charolais. Une des fiertés aussi de la région Bourgogne-Franche-Comté, évidemment. Vincent Lavier, que vous connaissez. Bonjour à tous, Vincent Lavier, je suis agriculteur dans le département de la Côte d'Or, sur la bordure sud du plateau de Langres, dans une zone à faible potentiel. J'essaye de produire la protéine sur mon exploitation, la culture de pois, notamment la luzerne. Avec plus ou moins de réussite, mais on persiste. On va parler Christophe Richardot. Eh bien, bonjour à toutes et tous, donc Christophe Richardot, moi je suis directeur de Dijon Céréales, donc un peu le local de l'État, et de l'Alliance BFC, l'Alliance étant une union de moyens mise en place par 3 coopératives, donc Dijon Céréales, Bourgogne du Sud et Terre Comtoise, donc c'est à peu près 12 000 adhérents, donc moitié du potentiel de BFC en termes d'adhérents, 1500 salariés. Et on est très sensibilisé au dossier protéines, production d'aliments, et on travaille en collaboration avec pas mal de collègues ici sur un dossier qui s'appelle Profilet, que je tenterai de vous expliquer pendant l'exposé. On va en parler évidemment, Christophe Richardot. Donc on verra aussi si ces doubles casquettes Dijon Céréales et Alliance BFC vont dans le même sens par rapport à cette thématique. Et puis Sylvain Marnier. Je vous laisse vous présenter, Sylvain. Bonjour à tous, Sylvain Marnier, je suis producteur de lait à Comté, au port de la frontière suisse, vers Pontarlier, et je suis président du corps économique de la Chambre régionale d'agriculture. 70 000 tonnes de Comté par an la production, je donne quelques chiffres, 3500 producteurs, 140 coopératives fruitières, donc ça pèse aussi. Nous voilà partis pour ce débat, on va essayer de tenir le timing par respect pour tout le monde, et puis on essaiera quand même de laisser 10 minutes, un quart d'heure de questions pour nos invités. Alors je vous le disais, c'est pas évident de trouver une porte d'entrée pour ce sujet tellement riche, tellement vaste. Alors on est quand même sur ce plan France Relance, je crois qu'il y a 100 millions d'euros, c'est ça, qui vont être investis sur une volonté, cette souveraineté en France. Est-ce que déjà c'est un constat partagé? Est-ce que vous êtes tous pour effectivement reconnaître qu'il faut qu'on ait une souveraineté en France sur ce sujet? Sylvain, vous avez le micro. Je pense que dans les esprits, les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui pensent qu'effectivement, il y a un souci de souveraineté alimentaire et protéique, particulièrement en France. Je dis majoritairement parce que je pense qu'il y en a encore qui pensent que on n'a pas vocation à nourrir la planète et qu'il faut plutôt être dans une forme de décroissance en matière de production. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aligne un peu nos réflexions sur ce sujet
savoir ce qu'on veut peser demain la France en matière de production végétale et animale, comment on se structure pour y arriver, comment on est moins dépendant, comment on s'inscrit dans la logique du Green Deal européen qui va nous pousser à avoir, au-delà des réflexions, des actions très claires en matière de réduction de l'impact carbone, et donc réfléchir ensemble aux moyens d'obtenir des résultats de ce point de vue-là. Je pense que c'est d'emblée ce que j'ai envie de dire sur ce sujet en vision globale. Christophe Richardot, est-ce que vous êtes donc d'accord? Même question. Je rajoute, à chaque fois je vais rajouter un petit truc, puisque vous parlez structuration, est-ce que ça nécessite aussi une structuration des filières? Moi, je suis totalement en phase avec Sylvain. On a des choses qui sont en train de pousser aussi au niveau européen sur le Green Deal, où on peut se poser aussi des questions de volume de production et d'enjeux peut-être verts une fois, mais peut-être un petit peu délicat vis-à-vis d'une offre à demande où on commence à trouver une forme de déséquilibre entre la proposition mondiale en termes de production agricole et la demande, ce qui amène beaucoup de réflexions en termes de coûts de matières premières aujourd'hui. Et puis après, oui, l'indépendance, c'est important. C'est important, on importe des produits qui ne sont pas produits avec les mêmes cahiers des charges que chez nous, avec des enjeux de concurrence relativement importants. Donc travailler alors sur un plan national et sur un plan régional avec des terroirs qui sont en train de, ou en tout cas un climat qui est en train de fondamentalement changer. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Il y a 3 ans, on se serait tous positionnés sur quelque chose de très linéaire sur l'avenir en disant les grandes tendances commencent à se positionner. Participer à un exercice de prospective hier matin pour aller jusqu'à 2050 sur la gestion de l'eau, se pose quand même énormément de questions sur que sera la planète en 2050 et comment on va s'organiser. Donc une forme de, non pas une forme d'autarcie, mais une forme de réflexion autour de la souveraineté, c'est super important, à mon sens. Il y a une structuration des filières tout autant. On va en parler également, Vincent Lavier, et pour rebondir sur ce que vient de nous dire Christophe, eh bien ce changement climatique, est-ce qu'il peut aussi être gage de sécurité pour aller sur cette voie-là? Je pose des questions peut-être qui grattent un peu, mais on va sur ce terrain-là, de cette souveraineté, avec un changement climatique qui n'est pas forcément favorable à cela. Alors, moi, j'ai toujours milité pour la recherche d'une autonomie maximale dans les systèmes, quels qu'ils soient. Alors, ça vaut pour les protéines, mais pas que. Mais je pense qu'une exploitation, globalement, est plus résiliente quand elle est plus autonome. Donc après, il faut travailler tous les sujets les uns derrière les autres pour y tendre. Le changement climatique, effectivement, il peut nous impacter, mais je pense que quand on est dépendant des autres, on peut être encore plus impacté que quand on essaye de trouver les solutions soi-même. Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai, parce que quand les autres n'ont rien à vous fournir, eh ben, vous êtes le bec dans l'eau. Même si vous pouvez être impacté sur une partie de votre production, en essayant d'avoir, par exemple, pour les protéines, plusieurs sources de production de protéines au sein de votre exploitation, vous devenez aussi moins dépendant des autres et, à mon sens, plus résilient vis-à-vis du changement climatique. Alors après, il y a d'autres sujets qui dépassent tout ça, dont on parlera sûrement tout à l'heure. À savoir peut-être que ces plantes riches en protéines, elles souffrent aussi du changement climatique, mais ça, c'est un autre dossier. Je redonne, on a préparé l'émission ensemble, Vincent, vous me donnez quelques chiffres avec des exemples de rendement. 50 quintaux il y a 30 ans, là où on est à 30 aujourd'hui sur le poids. Et on a des éléments par rapport à ça, d'explication? Ça n'engage que moi, mais moi j'ai quelques idées quand même, parce qu'il se trouve que j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur la fièvre à l'UNA. Donc il m'est resté 2-3 trucs. C'est des plantes qu'on appelle à croissance indéterminée, et qui quand même sont relativement fragiles à tous les à-coups du climat. C'est bien ça, je vois qu'il lâche la tête, donc ça doit être ça. Du coup, aujourd'hui, avec le changement climatique, on a beaucoup plus d'écarts de température, de pluviométrie, de tout ce qu'on veut. On l'a encore vu cette année sur la culture de pois. On avait des pois qui avaient un développement végétatif superbe, ils faisaient 1,20 m de haut. On était, je pense, parti pour avoir finalement une bonne récolte, et au final, ils ont fait que 25 quintaux. Enfin, je ne suis pas trop caricatural quand je dis ça, mais c'est ce qu'on observe. Alors que dans les années 80, les mêmes parcelles, ils auraient produit à peu près 50 quintaux. Et pourtant, il ne faut pas sous-estimer tout le travail qui a été fait par la recherche, parce que la recherche a progressé. Si on prenait les variétés d'il y a 30 ans ou 40 ans, de toute façon, elle fera encore pire que ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça veut dire quand même que quelque part, c'est l'effet néfaste du changement ou de l'évolution climatique. On va en parler de Karim. Ceci dit, Vincent, vous y croyez, puisque vous y allez et vous testez. Donc c'est du pois là, que vous avez mis en production. Ah ben j'en ai, oui. Non mais un petit mot quand même sur ce que vous avez mis. Oui, moi je suis malheureusement dans un secteur où la culture du colza est abandonnée, alors que c'était le pilier de nos rotations.
Sur mon exploitation aujourd'hui, il y a effectivement 70 hectares de pois et 20 hectares de buisson. Et ça donne quoi? Pas grand-chose de bien. On va creuser, on en parle. Didier, du côté du Charolais, on est sur une volonté d'équilibre à terme, hein, de ces protéines animales et végétales. Je vais encore une fois poser une question qui va peut-être fâcher. Est-ce que vous craignez, à terme, que les protéines végétales viennent empiéter un petit peu la part de protéines animales? En transparence, hein, on n'est pas là pour se fâcher. Est-ce qu'on craint Non, on ne le craint plus maintenant, c'est acté, quoi. La machine est en route. Est-ce qu'on le voit d'un bon oeil quand on est producteur de bovins viande? Forcément, pas spécialement. Est-ce qu'il faut aller à l'encontre? Je ne pense pas. Ça peut être que négatif pour nous. Après, bon, je pense qu'il faut faire évoluer nos pratiques. Bon, je pense que d'un point de vue commercial, on peut travailler la qualité de nos produits, les rendre, peut-être plus sexy, c'est peut-être pas le bon terme, mais apporter des nouveautés, mettre en avant tout le travail environnemental et de biodiversité que peuvent faire nos éleveurs allaitants et même métiers du Grand Massif central. Non, mais on a encore des cartes à jouer, je ne suis pas inquiet à ce sujet-là. J'ai creusé un petit peu évidemment le sujet avant de venir à l'animer. Il y a des chiffres, moi, qui me surprennent, il y a des tendances qui sont surprenantes. On importe énormément de viande blanche, je crois que 70% de la viande blanche doit être importée, avec des modes de production qui sont quand même moins vertueux que la charolaise qui broute l'herbe de Saône-et-Loire. Il n'y a pas moyen d'impulser des tendances pour changer cette mentalité d'importer de la viande alors qu'on pourrait la produire, et puis d'arrêter de dire aux consommateurs, finalement, arrêtez de manger de la viande rouge, mangez de la viande blanche, parce qu'au final, si on observe la totalité, enfin je ne suis pas partie prenante du débat, hein, je pose des questions. Moi j'ai fini mes études à l'école il y a une grosse vingtaine d'années. À l'époque, la filière française exportait était autosuffisante, de 200% en production de volaille. On voit que depuis les choses ont bien changé. Non, moi je résumerais la situation à la culture qu'on peut avoir dans notre pays, puis notamment celle qui a implanté la grande distribution, où c'est le prix. Et tant qu'on sera dans cette mécanique-là, on n'y arrivera jamais. Tant qu'on valorisera, ça a été dit ce matin, tant qu'on ne valorisera pas le produit à sa juste valeur, on sera toujours dans une spirale négative. Bon, on commence à voir déjà qu'il faut que ça avance à tous les niveaux, progressivement aussi. Hein. Tant que je suis sur le prix, là, dans tout ce qui a été dit avant, bon, moi, je peux que partager, ça relève du bon sens d'un point de vue environnemental, d'un point de vue éthique. On parlait ce matin d'histoire à raconter dans nos produits. Je souscris à 200%, mais après on arrive à un moment où il y a la réalité, il y a la vraie vie, et puis le prix il est là. Quoi. À l'échelle de mon exploitation, j'achète 60 tonnes de tourteaux de colza, 30 de soja non OGM, cette année, un prêt non OGM, plus 9 000 euros. Valorisation potentielle, allez, 3-4 000 de plus-value sur mes produits. Puis je ne suis pas un crédolé, quoi. Tous les enfants comme ça, puis j'imagine que chez les laitiers, c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui, quoi. Alors oui, on est convaincu du bien fondé. Après, il y a une réalité économique qui est là. À ce moment-là, c'est comment on fait, quoi. Quelle solution on a? Didier, pendant qu'on est sur ce constat économique très pragmatique, peut-être Christophe, du côté des protéines végétales, c'est un peu le même constat sur les débouchés, sur les prix. En fait, on est dans une actualité extrêmement complexe, avec une envolée des cours. Vous évoquez ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Moi, je ne suis pas devin, mais on a quand même le sentiment que c'est des choses qui peuvent être un peu pérennes, quand même, parce qu'on est dans une région qui a souffert du réchauffement, en tout cas des aléas climatiques depuis quelques années. Et la grande conclusion qu'on peut faire, ça je ne me trompe pas, c'est que les aléas climatiques, ça arrive avec moins de production, de toute façon. 2012, 2013, 2015, on peut prendre toutes les années, et en gros, 5-6 années sur 8, c'est compliqué. Aujourd'hui, dans le monde, c'est pareil.
qui est en train de se passer aujourd'hui en Australie, hein, ils étaient comme nous ici, comme nous en France. On attendait la plus belle récolte, la récolte du siècle peut-être, au mois de juin. Et puis on s'est retrouvé avec quelque chose de quand même très très compliqué, calamiteux, mais heureusement sauvé par les conditions de prix. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'arriver à trouver le bon équilibre, et je trouve qu'on commence à passer des caps. Alors quand je discute avec des céréaliers, je leur dis c'est bien, mais les gars, faites attention aux éleveurs. Et puis quand on discute avec les éleveurs, donc heureusement il y a eu des productions plutôt sympas en foin et en maïs, mais néanmoins pas beaucoup de valeur alimentaire, donc je crois que c'est quand même aussi complexe pour les éleveurs. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre, et c'est justement l'opération qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de la Laboureux de Franche-Comté, parce qu'on se connaît quasiment tous, en tout cas on connaît beaucoup de gens, et on a monté un dossier en discutant avec quelques-uns, dont Sylvain, dont Christian, dont le deuxième Christian, en se disant est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un projet en BFC autour du dossier de protéines, en lien avec ce dossier demandé par le gouvernement, cette indépendance, en lien aussi avec l'autonomie fourragère des exploitations, mais en revanche, couper les guerres de chapelle, c'est-à-dire on travaille ensemble, Chambre d'agriculture régionale, la région qui finance nos opérations, avec les acteurs économiques, que sont par exemple les coopératives, et les syndicats. Il y a Alex Sontac qui est là, et qui co-anime avec moi un dossier qui s'appelle Profilet, et avec la Chambre d'agriculture régionale. Et dans ce cadre-là, l'enjeu, c'est d'essayer de mettre en lien des producteurs de protéines qui peuvent être potentiellement des céréaliers, des consommateurs, alors dans un premier temps les laitiers, mais dans un second temps les gens qui produisent de la viande, et de mettre au milieu des transformateurs, alors qui peuvent être les OS, parce qu'on a automatiquement des usines, et on peut jouer sur le plan économique, et essayer de se retrouver sur un équilibre de prix qui se dit, ben voilà, moi, producteur de céréales ou producteur de pois, je positionne mon prix de vente à temps, moi, transformateur, je positionne mon prix de transformation à temps, et moi, éleveur, je suis capable d'acheter à temps, de se sortir de tous ces aléas de prix mondiaux qui sont extrêmement compliqués, et d'arriver à contractualiser des choses sur 3 à 5 ans. Donc le projet est en cours, ça fait 1 an qu'on y travaille, on est à peu près 60 à y travailler, on a commencé à sortir les premières conclusions, je regarde Alex, parce qu'on voudrait que le printemps rime avec protéines en BFC, et l'objectif avec Sylvain, c'est de construire un dossier de contractualisation et que ça sorte en septembre 2022. Alors, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à le démarrer, donc l'enjeu, c'est pas de se dire on va passer 100% du dossier en BFC là-dessus, mais c'est de commencer peut-être par 10% d'une production d'un céréalier, 10% d'une consommation d'un éleveur, et puis commencer à faire un petit bout de chemin pour voir si ça fonctionne. Avant de laisser la parole à Karine, sur ces aspects de contractualisation, comment vous vous inspirez? C'est tout nouveau en fait, hein. Comment vous vous inspirez? Sur quel modèle vous vous basez? Est-ce qu'il existe d'autres choses dans d'autres régions sur lesquelles vous avez des regards également pour peut-être vous inspirer de ce qui peut marcher ailleurs? On a trouvé très vertueux le processus des égalines, où à un moment donné, on rémunère à son juste niveau l'acte de production. Et on est parti de ce niveau-là, en disant chacun doit à un moment donné se rémunérer au bon niveau, donc tout le monde est plutôt ouvert à ce type de réflexion, donc c'est celui-ci qui, avec une réflexion aussi de souhait d'indépendance, donc on a quelque part mixé pas mal d'informations liées au marché, perçu ce que voulait faire le gouvernement, discuter entre nous, disant est-ce que ça pourrait pas naître en BFC, et à un moment donné trouver le bon chemin, se dire bah, ça c'est ce qu'il faudrait proposer à nos adhérents, sachant que l'objectif il est de mettre l'agriculteur au centre, de préserver son revenu, de les diversifier parfois, et de l'autre côté, d'intégrer aussi les demandes consommateurs. Hein, parce que voilà, c'est quand même le consommateur qui décide, et à un moment donné, il faut tenir compte de ses souhaits, et le local, enfin tout ce qu'on a aussi vécu pendant le Covid, parce qu'on a peut-être eu, on s'était dit à quelques-uns aussi, on a peut-être eu raison un peu tôt, parce que peut-être qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi, quand on a commencé la réflexion, on ne vivait pas tout ce qu'on vit aujourd'hui, et aujourd'hui on se dit que la réflexion prend vraiment tout son sens. Karine, je vous propose de vous donner la parole. Vous êtes donc directrice de recherche. Je voudrais qu'on ait votre regard, l'approche scientifique. Ce qui m'est revenu un petit peu aux oreilles, c'est que la recherche, je ne sais pas du tout contre vous, la recherche n'avancerait pas assez vite, en tous les cas, au rythme de ce qu'on souhaiterait. Avant de donner le détail de ce que vous faites, et dans les grandes lignes, pourquoi est-ce que la recherche, je le dis de manière provocatrice, n'arrive pas à suivre?
Bah, écoutez, je vais vous donner des exemples. J'espère que ça contredira un petit peu ce que vous dites. C'est le c'est hop, j'essaie de... Par exemple, sur le volet protéines, donc on est actif. On a démarré un certain nombre de projets justement concernant la qualité des protéines, puisque maintenant l'idée est quand même de favoriser leur utilisation en alimentation humaine, donc des protéines, je parle des protéines végétales. Alors sur le volet de protéines, on s'intéresse à la qualité des protéines. Donc en termes de qualité, Madame Poirier en a parlé ce matin, on s'intéresse à la capacité des protéines à fournir les besoins de l'organisme en acides aminés indispensables. On interagit aussi étroitement avec l'UMR PAM pour procédés alimentaires et microbiologiques, donc il y a Rinson qui est ici aujourd'hui, qui s'intéresse aux propriétés physico-chimiques des protéines et à la capacité d'exploiter la fonctionnalité des protéines pour former des gels, des émulsions, pour développer des produits à base de protéines. Alors ça, c'est un projet, par exemple, c'est un exemple de projet qui est en cours, qui a démarré en 2020, donc voilà, c'est en cours. Après, sur les projets plus aboutis, où il y a des résultats, parce que c'est des projets qui viennent de se terminer, je peux citer par exemple le projet LegUp. Donc c'est un projet qui a impliqué des instituts publics et privés, y compris Dijon Céréales. Et donc, comme institut public, on a l'UMR Agroécologie. J'ai mes collègues Vanessa Vernu et Richard Thompson qui ont travaillé dans le cadre de ce projet. Et dans ce projet, en fait, ils ont identifié des génotypes de pois qui produisent des graines qui sont pauvres en saponine. Et les saponines, c'est des molécules qui sont responsables de l'amertume. Et M. Meunier a bien parlé tout à l'heure de l'importance d'améliorer le goût des graines de légumineuses, parce que ce goût vert ou amer, en fait, limite l'utilisation, enfin la consommation des protéines de légumineuses. Donc les lignées sont là, elles sont en cours d'évaluation par agré-obtention. Donc il y a des progrès génétiques qui sont faits dans ce sens. Concrètement, Karine, si je résume pour bien comprendre, jusqu'à présent, on avait l'habitude des protéines végétales, des légumineuses à graines de les retrouver dans l'alimentation animale. Si on veut les amener à l'alimentation humaine, il va falloir qu'on change un tout petit peu certaines choses au final. Hein. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. C'est les raisons pour lesquelles on n'a pas plus de légumineuses dans l'assiette du consommateur aujourd'hui. C'est quoi, l'amertume, donc le goût? Il y a ça qui limite justement la consommation des légumineuses. Moi, je sais que ma fille, elle ne supporte pas de manger des légumineuses parce qu'il y a ce goût un petit peu vert qui la gêne, par exemple. Et puis il y a un autre aspect des choses. Alors, juste une parenthèse, OGM interdit. On peut faire de la variabilité génétique? Tout à fait, oui. En fait, on a des collections de ressources génétiques naturelles, des génotypes de pois. Donc, on en a environ 4000. Il y a des génotypes aussi de févrole, environ 2000, des génotypes de lupin. Et puis, en plus de cette variabilité génétique qu'on exploite, on a créé aussi de la variabilité induite par mutagénèse. Et cette variabilité, elle est intéressante parce qu'elle permet en fait d'accentuer ce qu'on veut. Par exemple, on peut rechercher, c'est comme ça que mes collègues ont réussi à identifier, à sélectionner en fait des lignées pauvres, produisant des graines pauvres en saponine, parce qu'ils ont ciblé en fait un gène impliqué dans la voie de biosynthèse des saponines, et ils ont recherché des mutations dans ce gène au sein d'une population mutagénéisée. Donc il faut travailler le goût, l'organoleptie, et puis améliorer les propriétés nutritionnelles aussi des protéines, parce que ça compte aussi. Voilà, exactement, oui, on travaille dans ce sens. Alors il faut que les consommateurs aiment pour que les producteurs se lancent, et pour que les producteurs se lancent, il faut aussi des consommateurs. Alors c'est un peu la boucle, comment on sort de tout ça? Vincent ou Christophe? Et juste, je voulais rajouter pour la partie organoleptique, il y a aussi une interaction forte avec le CSGA, justement, qui est tourné aussi côté sensoriel, enfin consommateur. Bon, donc déjà la recherche avance, hein, mais plus pas. Essayer de répondre à la question, il faut que les producteurs se lancent. En fait. Bon, je vais dire que là, on vit une année où le contexte n'a jamais été aussi favorable, et pourquoi, ça a été dit tout à l'heure, vu le renchérissement du coût de l'azote minéral, l'introduction de cultures riches en protéines et captant l'azote de l'air devient pratiquement une évidence dans les assolements. Il faut savoir aussi profiter peut-être d'événements extérieurs pour capitaliser et puis essayer d'avancer un petit peu
plus vite que ce qu'on a fait jusque-là. Ça peut être une opportunité à saisir, le fait que le coût de l'azote... Très clairement, aujourd'hui, parmi les gens qui ne se sont pas positionnés de bonne heure pour acheter leur azote, il y a eu des fortes modifications d'assolement avec de la réintroduction prévue de plantes fixatrices d'azote, donc de plantes protéagineuses, justement pour essayer de dépenser un petit peu moins dans les achats d'engrais. Oui, oui. Là, je pense qu'on va vivre une année où on va retrouver des niveaux quand même relativement élevés qu'on n'a pas connus depuis longtemps dans les assolements. Complètement. Donc ça, c'est plutôt positif pour le côté production. Après, il faut faire le lien dans la chaîne, donc du coup... Merci. Pour rebondir sur les propos de Karine, moi j'ai goûté le petit résultat du Dig Up, d'ailleurs on est beaucoup à l'avoir goûté, il y a un tout petit goût, mais en tout cas on a testé sur le consommateur, ça plaît. Ça plaît, et donc ça c'est le résultat aussi d'une expérimentation issue de la recherche, lancée avec différentes organisations. Et nous, ce qu'on a prévu pour rebondir sur le lien avec le consommateur, on lance une marque au niveau de 3 coopératives, en BFC, je suis consommé, je suis produite, je suis transformé en BFC, je suis équitable pour le producteur, et je suis basé sur une stratégie RSE durable. Et ce qu'on a prévu, c'est que ce petit gâteau, qui sera lancé en février 2022, parce qu'on est de production, rattrapé par le Covid sur les emballages qu'on vit aujourd'hui, et en fait il va être tête de gondole dans une 50aine de gammes vertes en BFC, et il marquera aussi une protéine locale issue d'une culture de pois, sur quelque chose qui peut effectivement, en tout cas qui plaît gustativement aujourd'hui aux consommateurs. Donc moi je crois beaucoup à tous les axes de recherche. Alors, on voit bien la recherche, le Covid, le vaccin, ça a été très très vite, quoi qu'on en dise, on a quand même une vraie puissance, et ces approches de génétique, peut-être des OGM demain, 3e génération, qui permettront peut-être d'être acceptées par le public, parce que s'il y a de l'oméga 3 ou des choses dans des OGM ou une capacité à résister à l'eau ou avoir moins besoin d'eau, il y a peut-être des choses qui sortiront dans le temps, et puis que sera fait l'avenir dans les 10 ou 15 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, deuxième angle, c'est ce côté consommateur, et ton prénom Vincent, pardon. Vincent l'évoquait, c'est le bon moment. C'est le bon moment, il y a des tensions, on va effectivement avoir une évolution un peu particulière au niveau des assolements qui peuvent être modifiés, avec plus de cultures légumineuses qui vont se mettre en place. Et puis quelque part, une prise en conscience du consommateur qu'il faut un peu plus consommer local. On avait le bio qui avait bien démarré, plutôt sur une stabilité du bio, et le local qui commence à reprendre une vraie réflexion. Le bilan carbone, je pense que les gens ont compris ce que c'était, les gaz à effet de serre, le bilan carbone, donc tout un enjeu à réfléchir régionalement à une nouvelle stratégie, une structuration de filière. Oui. Ça semble être le cas, Christophe, avec l'exemple que vous donnez, avec ce produit qui va être 100% Bourgogne-Franche-Comté. On voit bien que ça peut être éventuellement également une opportunité. Cette souveraineté nationale, finalement, ça va être du produire et consommer assez local, ou en tout cas que les lieux de production soient proches de consommation. Sylvain, pour faire le parallèle avec le comté et votre expérience d'ailleurs, parce que je crois que vous avez une expérience également là-dessus, vous avez participé à pas mal de choses, sur ce lien avec le consommer proche du lieu de production. Est-ce qu'on peut y trouver un équilibre économique? Il n'y a pas que la RSE, il y a aussi quelque part l'équilibre économique. Oui, vous avez démarré la table ronde par une question sur la souveraineté, indépendance alimentaire, question d'enjeu stratégique. On est passé juste avant par la technique, c'est-à-dire où en est la recherche, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les pratiques, quelles sont les expériences sur lesquelles on peut capitaliser. Et puis une table ronde extrêmement intéressante finalement qu'on voit rarement, mais entre des producteurs, des acteurs économiques, des éleveurs, et aussi la recherche fondamentale. Et on voit bien qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à l'adaptation de nos pratiques, à comment on peut à la fois répondre aux enjeux en développant les bonnes techniques, mais en même temps, et c'est là où je rejoins à votre question, comment on met en place une gouvernance régionale qui travaille sur la structuration de notre filière, de la production, j'ai envie de dire même de la recherche jusqu'au consommateur, en dénouant les nœuds qui nous permettent de rencontrer le marché qui s'ouvre aujourd'hui à nous. Parce que, objectivement, il y a des marchés qui s'ouvrent, vous l'avez dit, je reviens pas là-dessus, mais l'alimentation de proximité, le changement chez le consommateur, la volonté de jouer un rôle de consommateur, comme on dit souvent, etc.,
fait que de plus en plus de gens vont regarder. Il y a le problème du prix, ça c'est sûr qu'il n'est pas au rendez-vous, et qu'il y a encore une énorme marche à passer pour arriver à ça. Mais si on veut arriver à coller à tous ces objectifs et ces enjeux, il faut qu'on soit capable de structurer les choses. Et donc, Christophe a expliqué, suite à GoProtéines, la démarche profilée qu'on a voulu engager avec les chambres d'agriculture. Je signale aussi que le ministère, via France Agrimaire et l'agriculture, est particulièrement engagé, parce que c'est quelqu'un qui a oublié, mais Mme Audrey-Muller est là, et je ne voulais surtout pas qu'on oublie quand même de saluer France Agrimaire et l'État, mais il y a un rôle important de mettre tous les acteurs ensemble. Je pense que le maillon gouvernance, dans tout ce qu'on vient d'expliquer là, c'est le maillon faible, probablement. Parce qu'en matière de recherche, il y a des choses qui se font. En matière de techniques, d'expérience, de capitalisation, dans toutes les régions de France, vous l'avez dit tout à l'heure, il se passe des choses, ça bouge. La vraie question, c'est comment on organise une gouvernance. Moi, je dis, ça fait 53 ans, ça fait une trentaine d'années que je suis responsable agricole, c'est la première fois que je vois les planètes aussi alignées pour arriver à faire quelque chose dans notre région. L'arrivée de Christophe a été un moment important parce qu'il y a eu l'alliance, et Christophe a dit on ne peut que travailler ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Les enjeux sont trop gros devant nous, sont trop importants, et notamment sur la nécessité de jouer collectif, de jouer régional, de jouer prix, hors le tunnel de prix, ce qu'on vient d'expliquer sur la nécessité d'utiliser les égalines pour voir comment on peut faire, etc. Tout ça ne peut se faire que si on est tous autour de la table, qu'on pose des sujets, qu'on objective les choses et qu'on dit, bon allez, on essaie de trouver sur 10, 15, 20% de produits, au moins une expérimentation qui nous permet de montrer que le modèle économique il peut se tenir et puis qu'on peut aller de l'avant. Donc gouvernance plutôt collégiale dans l'idéal. Oui, c'est ça. Mais ma réponse à la question, c'est pour y arriver, c'est ça. C'est travailler ensemble, rassembler les énergies, les forces pour essayer de balayer tout ce qui faisait la division. Et pourquoi ça ne marchait pas avant? Parce que les acteurs étaient trop divisés. Moi, je me rappelle avoir passé des heures et des heures au sein de l'agriculture avec des responsables agricoles et des responsables d'entreprise, et chacun me disant, mais je ne vais pas bosser avec celui-là, mais ça ne sert à rien, vous n'y arriverez jamais, il ne faut pas essayer. C'était ça, c'était en permanence ça. Voilà. Je ne dis pas qu'on va y arriver, je ne suis pas en train d'être dans un satisfait de BA, je dis juste que voilà, les planètes se sont unies, je pense que les enjeux, on les a en tête, la technique, on l'a, maintenant il faut qu'on organise la gouvernance, et là-bas, la main. Vous êtes plutôt optimiste, hein, Sylvain. D'ailleurs, en préparant l'émission, il me dit 2050, toutes les protéines, idéalement, devront être produites et consommées sur Il faut probablement se mettre des objectifs. Oui. Didier, même souhait, c'est-à-dire production et consommation sur les mêmes territoires, sur les mêmes secteurs. Tout à fait. Ou pas de production. Comment dire, moi j'ai peur de me répéter, quoi. Je veux dire, moi je partage, et je vous le dis là, quand j'écoute tout ce qu'il dit, et puis des filières comme vous les décrivez, mais moi, j'en rêve, franchement, quoi, mais il y a sans me répéter, après il y a l'étape finale, quoi, le client final, quoi. Ou plutôt l'intermédiaire dans le client final, qui est la GD, là, et puis c'est quand même des personnes qui sont intraitables, et puis bon, Gallimard, après c'est pas le sujet des Gallimard aujourd'hui, bon, Gallimard c'était quand même le flop total, Gallimard 2, il n'y a pas de débat, quoi, les éleveurs, quand même tous les producteurs vivent de leur métier, qu'est-ce qu'il en sera? Ça a été évoqué ce matin par Guillaume, qui émettait des doutes aussi par rapport à la complexité du dossier, quoi. Et quelle volonté les distributeurs ont de soutenir le monde agricole aujourd'hui? C'est peut-être ça la réelle question. Didier, quand Sylvain nous disait à l'instant qu'il y avait un alignement de planètes, est-ce que vous percevez cet alignement de planètes du côté protéines animales? Et qu'est-ce qui manque finalement de ce côté-là pour que ça roule et pour se projeter à 5 ou 10 ans? Tout à fait, je partage l'alignement de planètes. Bon, comment dire, je ne sais pas si j'ai trouvé mes mots. En gros, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui manque? Moi, j'ai peur de me répéter encore une fois, quoi. Ce qui manque, c'est le revenu
les produits, bon, la technique, bien sûr, qu'on pourrait avancer un petit peu, et puis je partage tout ce qui était dit par rapport à la vulnérabilité de ces cultures et leur rendement aléatoire, mais je pense que tout peut s'organiser, c'est pas un souci. Mais, donc c'est une structuration et une filière globale qui aille très loin, et puis aujourd'hui on n'est pas capable d'aller si loin que ça. Si là vous souhaitez compléter, je crois. Pardon, mais juste un petit mot pour compléter par ma vision d'éleveur et la filière comté. Vous savez, c'est pas parce qu'on a été bon collectivement qu'on a réussi à convaincre d'avoir une discussion autour de ce sujet profilé avec la filière comté. C'est juste parce que les faits sont là. Aujourd'hui, ne serait-ce que de s'approvisionner en protéines devient un problème, ou deviendra un problème. Demandez à la filière porc chez nous, le prix a monté fortement, qui déséquilibre aujourd'hui dans un contexte compliqué pour le porc, qui déséquilibre les chiffres. La filière comté s'est dit finalement, et je rebondis sur ce que disait Marie-Sophie tout à l'heure, Marie-Sophie je dis sur le fait qu'on ne va pas vivre en autarcie sur notre région, évidemment, car on a travaillé, elle a raison de dire, on va travailler aussi avec d'autres régions à côté, parce que le sourcing, il n'est pas forcément facile à trouver qu'ici. Hein, les conditions climatiques ne sont pas tout le temps très favorables. Mais le fait qu'il y a des questionnements qui se posent, y compris dans la filière comté, sur le sujet du regard du consommateur sur la filière comté. Quand vous êtes une production premium comme le comté, vous ne pouvez rien laisser au hasard. Il faut que tout soit travaillé, y compris vos sourcings. Le laisser de côté, c'est une faute pour une filière comme le comté. Et donc aujourd'hui, il y a quelques années, quand on en parlait, les gens me disaient mais non, c'est pas un sujet, et puis en plus ça va coûter trop cher. Quel est le problème du prix dans la filière comté aujourd'hui par rapport à votre situation à vous? Quel est le problème du prix dans la filière comté? Par contre, le problème du sourcing, c'est un vrai problème, et les gens commencent seulement à ouvrir les yeux parce qu'il s'est passé ça. Mais c'est pas parce qu'on est bon, c'est juste les planètes s'alignent parce qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui avec le carbone, avec le climat, avec tout, que les gens ouvrent les yeux, ça va vite. Par contre, les choses bougent et il faut qu'on soit hyper réactif. Ce qu'on a envie de dire avec Christophe, parce que je suis sûr qu'il pense la même chose dans ce qu'il a déjà dit, il faut aller vite. Il faut qu'on mette les gens autour de la table et qu'on ne bégaye pas sur les tunnels, qu'on ne s'engueule pas pendant des mois pour savoir s'il y a un petit pourcentage ou pas. Non, il faut faire. Il faut faire, parce que sinon, le temps... Enfin, là où certains nous espèrent, plus personne ne nous attend. Ça va aller plus vite, les autres iront plus vite que nous si nous on n'avance pas. Voilà, donc il faut faire. Didier, vous souhaitiez reprendre la parole par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir des aspirations qui viennent par exemple de la filière comté, un modèle, un schéma, qui puisse profiter par exemple à la filière charolaise? J'allais y venir. Moi je suis admiratif par rapport au niveau d'organisation de la filière comté, qui est un travail, j'imagine, un dur labeur de plusieurs générations, où vraiment elle récolte le fruit des investissements passés. Le détail que je vous dis tout à l'heure, oui, aujourd'hui on commence à avoir une demande en viande avec, on ne peut pas dénier, je suis en train de chercher, excusez-moi, les produits issus d'importation, pire, issus de la déforestation, c'est clair qu'ils n'ont pas de coque. On commence à avoir quelques demandes en termes d'aliments produits avec des protéines nationales voire régionales. Après, est-ce qu'ils ont envie de payer la plus-value, le surcoût plutôt? Ça, c'est une autre histoire. Et puis, je voulais raconter une petite, c'est pas une anecdote, c'est des faits réels qu'on a avec un client, un très bon client, je ne sais pas si je peux citer, c'est le groupe Lidl qui, pour moi, je pense aujourd'hui, est une des rares enseignes de distribution qui joue quand même le jeu. Nous, on leur dit différentes gammes de produits, quoi, du haut de gamme, de l'intermédiaire et le bas de gamme. Et donc, quand dans un rayon, là-bas, il y a personne qui triche. Il y a les 3 produits qui sont alignés, et c'est le consommateur qui met dans son casier. Et là, la sanction, souvent les magasins, c'est 15 à 20% de haut de gamme. Et le consommateur, il y a vraiment ce qu'il pense, et on l'a vu ce matin, il y a ce qu'il pense, ou le paraître qu'il veut exprimer, et puis il y a les derrière, et la vie encore
Encore du boulot. Sylvain, je reviens à vous 2 secondes juste pour savoir par curiosité comment ça se passe justement vous sur les débouchés en magasin. Comment vous avez réussi sur la filière Comté à faire en sorte que ce haut de gamme il soit valorisé et finalement vous gardez des prix qui permettent de vivre quelque part. C'est plusieurs choses, mais pour aller à l'essentiel, c'est quand même la maîtrise du volume qui a fait que. Alors, la maîtrise du volume combinée à la qualité du produit. Il y a eu une augmentation de la qualité du produit indéniable depuis des décennies. Là où le comté était parfois immangeable, aujourd'hui vous ne trouvez plus de mauvais comtés. Vous trouvez des comtés qui sont déclassés parce qu'ils n'ont pas la bonne forme, etc. Mais voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la moyenne pondérée du comté qui a fait que quand même, ça a obligé tout le monde à tirer vers l'excellence. Je le dis pour notre collègue breton, la Chambre d'agriculture, mais ici la chance qu'on a dans le comté, et souvent les gens ne le savent pas, mais c'est que comme il y a des déclarations volontaires tous les mois de volume et de prix, ça crée une moyenne pondérée. Et si, en gros, je la fais courte, mais si vous vendez en dessous de la. Si les metteurs en marché vendent en dessous de la moyenne pondérée, ben, ils ont tendance à perdre de l'argent. Et s'ils vendent au-dessus, ils ont tendance à gagner de l'argent. Donc ils ont tendance à dire à leurs producteurs, faites du bon comté, vous allez gagner plus parce qu'il y a une répartition de la valeur qui est très bien faite, et puis parce qu'on va tous gagner collectivement plus. C'est le seul système aussi vertueux que je connais. Voilà. Donc aujourd'hui, le problème, il n'est plus de savoir si la grande distribution discute le prix, elle discute le volume, elle demande des garanties de volume sur un an. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Alors après, expliquer pourquoi le comté marche bien, d'abord parce qu'il est bon, je l'ai dit, et deuxièmement parce que je pense qu'inconsciemment, il y a autour du comté une histoire que le consommateur veut acheter. Objectivement ou pas. Dans notre région, on mange beaucoup de comté parce que c'est comme ça, mais à l'extérieur, quand les gens achètent du comté, c'est pas seulement un produit, c'est aussi une forme de philosophie qu'ils achètent. Voilà, c'est certainement contestable, discutable. En tout cas, inconsciemment, je pense que ça joue beaucoup. Et il est inscrit comme ça aujourd'hui dans le patrimoine français. Ce qu'il y a eu l'autre jour, la discussion qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, mais sur France 5, mardi soir, très très beau reportage. Bon, ils ont pointé le sujet des rivières, c'est un problème, et il faut le travailler, mais sans laisser rien passer sur ce sujet-là, parce qu'il faut progresser. Et juste un sujet, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment objectifs, parce qu'ils ne disent pas que les rivières, c'est des pollutions multifactorielles, donc ils ciblent vraiment le comté. Mais le fait d'être la cible d'un média national, c'est qu'on représente quelque chose de fort. Et donc c'est un tendon d'Achille qu'on a, il faut qu'on le travaille avec beaucoup d'engagement pour traiter ce problème de pollution encore, parce qu'il ne faut pas le nier, il y a encore des points noirs. Il y a des analogies entre le comté et le charolais qui sont comme deux produits nobles. Il n'y a pas de raison, finalement, de ne pas s'inspirer de ce qui peut fonctionner. Karine, je reviens à vous 2 minutes sur la recherche. Qu'est-ce qui nous attend d'ici, 3-5 ans? Dans la table ronde, là, on a beaucoup soulevé le problème des aléas climatiques. Donc, un des enjeux, c'est non seulement d'améliorer teneur en protéines, qualité des protéines, mais aussi et surtout de maintenir le rendement protéique. Donc, on cherche à rendre les plantes plus tolérantes aux aléas climatiques, notamment au stress hydrique, et également aussi à les rendre moins sensibles aux maladies et aux insectes. Je peux citer par exemple un projet là, qui démarre, qui s'appelle Specifix, qui est porté par Judith Bursin et qui vise à développer des systèmes de culture agroécologiques sans pesticides, utilisant des légumineuses et en recherchant en fait des nouvelles sources de résistance vis-à-vis des maladies et des insectes. Alors, parmi les insectes, il y a le problème des bruches qui utilisent les graines comme des nids, qui pondent dans les graines et qui induisent des dégâts très importants au niveau de la qualité des graines. Donc il y a des avancées qui ont déjà été faites sur, par exemple, la résistance aux bruches et la févrole, et avec des régions génomiques impliquées dans le contrôle justement de cette résistance vis-à-vis des bruches qui ont été identifiées et qui sont actuellement en cours d'introgression donc, avec Terrinovia. Donc, c'est un projet qui est porté par Nadine Taillé à NRAE. Donc voilà, comme exemple. Et tout ce travail-là, au fur et à mesure, est mis à disposition des producteurs pour qu'eux puissent faire leur choix d'aller sur telle ou telle variété. Voilà. Après, les variétés, déjà, elles sont évaluées.
on peut pas, enfin voilà, il y a une étape d'évaluation, enfin d'introgression déjà des régions génomiques ou des allèles d'intérêt dans les fonds agronomiques performants. Et ensuite, quand les variétés sont validées, oui, elles peuvent être utilisées, bien sûr. Vincent, Christophe, en général, les producteurs vont sur quelle proportion au début? 10, 15, 20%? Pour se lancer, pour tester sans prendre de risques? Oui, pour se lancer, en général, c'est sur des petites surfaces. Alors, ça dépend de la surface initiale, ça dépend des objectifs qu'on poursuit. C'est difficile de vous donner un chiffre, mais en général, on commence par de petites surfaces. Mais moi, je voulais rebondir sur votre intervention. Aujourd'hui, il y a une vraie demande, enfin un constat chez les producteurs, c'est la capacité, notamment de la culture de pois, à gérer la température plus que le stress hydrique. Dit autrement, quand vos pois arrivent en fleurs, si jamais il y a 2 journées consécutives à 30 degrés, les fleurs tombent et c'est terminé, vous n'avez aucune gousse et aucun pouvoir de récupération derrière. Ça, je ne sais pas quel phénomène physiologique c'est dû, je ne sais pas si éventuellement vous pouvez nous l'expliquer, mais c'est, je pense, la limite principale qui est pour nous encore plus importante peut-être que le stress hydrique. Karine, si vous avez la réponse. La réponse, non, mais c'est vrai, on constate la même chose quand on fait des essais de forte température pour voir l'effet, et forcément, voilà, on a une coulée des fleurs, donc c'est dramatique. Après, il y a différentes variétés de pois entre les pois d'hiver, pois de printemps, qui ont des cycles différents, qui peuvent être utilisés. Voilà, ça permet de corriger ça. Mais bon, c'est vrai qu'avec les aléas climatiques, il faut prendre en compte aussi la tolérance aux fortes températures. Je suis complètement d'accord avec vous. Et il y a des recherches qui sont réalisées dans ce sens aussi dans les agroécologie. Je dis ça quand même parce que dans le quart nord-est de la France, on est probablement aujourd'hui la région qui subit le plus ces aléas climatiques. Parce qu'on a ces montées en température, notamment pendant la période estivale, qui nous font très très mal. Alors, couplé à ça, le fait d'avoir des faibles réserves hydriques fait qu'on est quand même un petit peu mis en difficulté, on vient de le constater plusieurs années de suite. Et c'est des choses qu'on n'observe pas, et tant mieux pour eux, dans l'ouest de la France. Est-ce que ça va dans les deux sens? Parce que je disais que les producteurs attendent de la recherche, mais est-ce que les producteurs contribuent aussi, de par leur retour d'expérience, à faire avancer la recherche, peut-être prioritairement sur des attendus? Je vous laisserai vous exprimer, mais probablement quand même que, oui, tous les constats qu'on partage, on essaie de les faire remonter. Tous les responsables professionnels qui sont impliqués le font. On a des organismes techniques qui sont là pour faire le relais, qui font en fait l'interface entre la recherche fondamentale et la production. Aujourd'hui, tout ça, ça fonctionne, mais peut-être nous en dire plus. Non, je suis d'accord avec vous. Après, peut-être que, effectivement, côté recherche, on produit quelquefois beaucoup de données qui sont peut-être sous-exploitées. Il manque peut-être une passerelle des fois entre ce que la recherche produit et comment cette recherche pourrait être exploitée pour justement la production. Alors, ça m'intéresse. Cette passerelle manquante, éventuellement, pour remettre un petit peu d'huile dans les rouages. Peut-être Christophe là-dessus. Des pistes de solutions? En fait, j'étais en train de me dire, une coopérative, c'est une organisation de producteurs. Et on bosse avec la Chambre, on bosse avec les instituts, on a signé des accords avec l'INRA, avec Terre Univia, parce que c'est exactement ce que disait Sylvain tout à l'heure. On est dans la même barque. C'est le même argent qui finance au final, c'est l'argent des agriculteurs, ceux qui descendent de l'État de temps en temps, ceux qui remontent des agriculteurs, mais de toute façon, c'est le même argent. Donc soit on fonctionne sur des approches fondamentalement différentes. J'ai assisté, moi, à mon arrivée il y a 4 ans, à une réunion autour des protéines. Et je pense que cette réunion-là m'avait interloqué. Elle était organisée par la région et je crois la DRAF à l'époque. C'était super intéressant et je m'étais aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes de l'INRA qui avaient travaillé sur les protéines, qui étaient dans le fond de la salle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on allait terminer la réunion en disant au revoir, bah super, à l'année prochaine. Et puis moi j'ai pris le micro et je dis bah ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on structure la filière? Comment on s'organise? Et ça c'était il y a 4 ans. Et depuis, bah, je pense qu'on a tous mûri dans cette organisation-là et on commence à faire des ponts. Alors dans le dossier, dans ce fameux dossier profilé, on est 15 organisations à travailler, mais on s'aperçoit en plus que on fonctionne beaucoup avec des signaux faibles, qu'à un moment donné, on se dit, bah tiens, lui, il pense pareil, tac, tac. On arrive à aligner et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une forme de co-construction naturelle qui se met en place, où chacun a compris les enjeux de chaque maillon. Et aujourd'hui, quand on s'est parlé ce matin au téléphone, moi je pense que la recherche elle est fondamentale aujourd'hui. Il est fondamental qu'on ait une
une co-construction avec les chercheurs. Il y a énormément de données qui sont peut-être encore dans des cahiers, on a la chance d'avoir une gestion de données maintenant, d'avoir une capacité d'exploitation de celle-ci qui va beaucoup plus vite. Donc voilà, l'histoire du compte, c'est simplement ce qu'a expliqué Sylvain, c'est à un moment donné, on s'aligne sur une stratégie et on met tous les moyens que l'on peut entre les chambres d'agriculture régionale, les travaux, les interpros, les syndicats, les instituts de recherche, les organisations économiques pour avancer ensemble. C'est ce qui est en train de se passer, c'est parce qu'on a tous compris qu'à un moment donné, le travailler ensemble, c'est sans doute la solution. Après, je rebondis sur les propos de Sylvain. C'est pas pour ça qu'on va réussir, mais en tout cas, on est sur la bonne ligne de conduite. Et puis, je voulais juste préciser quelque chose. Si on fonctionne toujours avec les signaux faibles, cet été, au vu des productions, Poutine a dit à un moment donné, on va peut-être éviter que nos céréales quittent le pays. Donc, on est en capacité d'avoir des pays qui bloquent à un moment donné leurs exportations pour protéger leur pays. Et puis, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une organisation chinoise qui m'ont dit, Christophe, si tu veux que ton organisation collabore directement avec nous, on peut imaginer faire des ponts, et c'est des gens qui n'avaient rien à voir avec les céréales. Mais par contre, c'est des filiales qui commencent à s'organiser. Moi, j'ai jamais eu une conversation comme ça, c'est des gens des approvisionnements. Et ça veut dire qu'il y a des pays qui sont en train de s'organiser pour structurer leur sourcing, et puis ça veut dire que d'autres sont capables, à un moment donné, de bloquer leurs frontières pour protéger leur pays. Donc ça va vraiment dans le sens de ce qu'on se dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau national, on n'arrivera. Moi, je ne suis pas anti-globalisation, il faut travailler avec les autres pays, mais à un moment donné, il faut aussi que nos filières puissent fonctionner en cas d'aléa vraiment problématique, soit climatique, soit de problématique entre pays. Et ça semble de bon sens si effectivement ça inspire d'autres voilà. pays qui font la même chose. Peut-être une dernière question avant de prendre des questions de la salle. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui éventuellement sont encore hésitants ou réticents pour aller dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que visiblement, vous avez tous les arguments aujourd'hui, vous êtes convaincants, mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent encore? Moi, je pense qu'il faut, par l'exemple, avancer. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'on aura toujours des gens qui, vous savez, les gens qui tirent les barques, c'est 2-3 personnes, c'est 2-3 organisations, et qu'après, on est une vingtaine, une trentaine, voilà, on en est là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut faire. Et par l'exemple, montrer que ça peut marcher modestement, mais sur quelques pourcentages, quelques dizaines de pourcentages d'aliments, voilà, et d'achat, et puis montrer qu'on peut développer ça. Voilà, tout simplement. Et les choses se structureront, enfin, c'est mon avis. Je suis pour la pédagogie, l'explication, et on peut être un exemple, nous, en BFC, peut-être avec d'autres régions où ça fonctionne bien, on peut dire voilà, ça marche quoi, on essaie de le faire et ça marche, et je pense que ça fonctionne beaucoup par la pédagogie. On se heurte souvent au conservatisme, mais on s'aperçoit que le conservatisme, en plus en ces temps de Covid où on ne fait plus du tout la même chose qu'il y a 2 ans, où tout change, on arrive aussi à faire changer les mentalités. 16h10, j'avais dit qu'on tiendra le timing, on va essayer de le tenir. 10 minutes pour vous sur, alors là vous avez tous les acteurs, sur la recherche, pour le parti producteur, sur ce que vous voulez, posez vos questions, on est là pour ça, ils sont là pour vous aider, pour vous répondre, pour répondre à vos questions. Qui aurait une question? Monsieur. Oui, bonjour, en fait il ne s'agit pas vraiment d'une question, mais plutôt d'un commentaire. Je suis intervenu ce matin sur justement l'acteur qui est manquant dans la table ronde, qui sont les consommateurs. Mais c'est pas grave, on en a parlé ce matin. Et je crois que c'est évidemment très important, ils font partie évidemment, des acteurs incontournables de la filière. Moi, quand je réfléchis, c'est mon travail, aux évolutions de la consommation et des consommateurs, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir finalement, et moi je suis assez optimiste finalement, pardon, je reprends peut-être ce que je disais ce matin, je m'en excuse pour ceux qui m'ont entendu, mais en fait, je pense aujourd'hui, quand je croise un petit peu tous les résultats qu'on peut avoir, d'études, d'enquêtes, des propres travaux, on peut schématiquement, évidemment c'est très schématique, mais je pense que ça peut aider à la réflexion, distinguer 3 groupes, à peu près d'ailleurs identiques en termes de quantité, de consommateurs. On a quand même, par rapport à la problématique du prix, parce qu'il y a une interpellation tout à fait justifiée là-dessus. Il y a aujourd'hui une fraction des consommateurs qui étaient, avant la pandémie, puisqu'on évoquait la pandémie, moment où on est à la croisée des chemins, je suis d'accord avec Christophe, on peut changer justement parce qu'on est dans l'obligation de ne plus faire comme avant. Donc il y a une fraction des consommateurs qui étaient déjà avant la pandémie
engagés dans ce qu'on peut appeler une alimentation durable, citoyenne, des gens qui veulent du bio ou du local, le jour où ils trouvent que le bio c'est plus terrible, en fait qui veulent mieux manger moins, comme on disait ce matin, mais sans doute mieux, avec pour certains ces préoccupations d'alimentation équitable, permettre à l'agriculteur d'être correctement rémunéré. J'avoue que j'ai été frappé de voir que 10% du marché du lait aujourd'hui, c'est les laits équitables. On n'aurait pas imaginé il y a 5 ans. C'est qui le patron, et ceux qui ont embrayé derrière ont été très... Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer uniquement pour la promesse, le surcoût ira dans la poche du producteur. Mais ça n'existait pas, ça, il y a 5 ans. Donc on voit qu'il y a des mutations. Et puis, au cours de la pandémie, j'ai fait beaucoup d'interviews, et il y a des gens qui m'ont dit, ça me parlait quand même, j'entendais en tout cas ce qu'on disait sur l'alimentation durable, responsable, équitable, etc. Mais je n'étais pas passé à l'acte. Et la pandémie, déjà, elle m'a donné du temps pour réfléchir, puisque pendant 2 mois, j'étais à la maison. Et du coup, quand je pensais par exemple que ce serait bien d'acheter local, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de repérer dans mon environnement de proximité, dans mon territoire, les gens qui sont prêts à faire ça. Et ça, c'est peut-être 8-10%. Ça fait quand même un bon tiers de la population pour qui le prix, qui ont non seulement un vouloir d'achat, mais qui ont en plus un pouvoir d'achat. Et donc c'est pas rien quand même, on ne peut pas être complètement désespéré face à ça. Évidemment, il y a l'autre extrême, peut-être un tiers de la population, qui sont des gens qui sont dans une situation de difficulté économique. Ça, c'est une vraie réalité. Des gens pour qui le prix était ou est redevenu le premier critère d'achat. Et parmi eux, il y a évidemment des personnes qui aimeraient manger bio, aimeraient manger local. J'ai entendu, j'ai travaillé beaucoup, je disais ce matin, sur la précarité alimentaire. Il ne faut pas imaginer que les gens qui vont au Resto du Cœur, ils n'ont pas tous, ils n'ont pas au moins pour certains envie de manger comme les autres. Mais là, il y a juste que le vouloir d'achat, et ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour corriger. Il y a ceux pour qui il y a d'autres priorités que de manger sainement et de manger équitable, etc., qu'on peut comprendre. Et puis il y a un troisième tiers, et c'est celui-là qu'il faut, à mon avis, intéressant. Ce sont les gens qui aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, ne sont pas vraiment encore sensibilisés au fait qu'il faille, je dirais, avancer, qu'il faille changer, modifier ses modes de vie, parce que c'est pas confortable de modifier ses modes de vie. Et ces gens-là, à mon avis, il ne faut peut-être pas forcément grand-chose pour arriver à les séduire. Enfin, au moins une fraction d'entre eux. Et notamment, je termine parce que je vais être un peu long, par l'aspect culturel. Je notais ce matin, et ça a été redit après, et vous l'avez dit l'un ou l'autre, il faut faire des récits, il faut raconter une histoire. À chaque fois qu'on le fait, on voit que ça marche. Qu'il y a des gens qui sont prêts, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, encore une fois, qu'ils sont prêts à payer parce que, justement, on leur raconte quelque chose qui leur parle, et là, encore une fois, la pandémie, elle remet quand même un peu les choses à l'heure. On se dit, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour dire que finalement, je suis assez optimiste, mais qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre les conservateurs dans les partenaires, parce qu'au bout du compte, c'est quand même eux qui ont le droit de vote, finalement. Merci pour cette analyse. Je pensais, Didier, à vos market leaders qui n'étaient pas sélectionnés. Peut-être que c'est peut-être cette partie de la population qui ne peut pas non plus... ou la troisième. Mais la troisième partie, ça sous-entend peut-être investir aussi au niveau des filières et s'organiser pour une communication, comme c'est très bien d'avoir la filière Comté, comme le fait la filière charolaise avec des belles campagnes de pub aussi. Question dans la salle. Question, on a une question au fond. Question générale qui s'adresse à un intervenant en particulier. Alors c'est plus un commentaire. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos échanges, j'ai trouvé ça super intéressant. Je voulais juste rebondir sur une remarque que vous avez faite sur le retard de la recherche. Ensuite, on a un peu parlé de sélection variétale. Oh, c'était gentil. C'était pour lancer la camion. Je voulais juste préciser qu'au niveau de la sélection variétale, il y a plein d'acteurs qui sont mobilisés, que ce soit les semenciers, entreprises privées, interprofessions, instituts techniques, instituts de recherche. Sur le pois et les févroles, il y a des nouvelles variétés qui sont inscrites chaque année. Il y a eu des progrès sur le rendement, la tenue de tige, la résistance au froid des pois d'hiver. Mais qu'il ne faut pas oublier que créer une nouvelle variété, ça prend du temps. Ça prend combien de temps ? Ça prend 7, 8, 9, 10 ans. Et
c'est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes pas de temps, et ça, c'est à garder en tête. Quand je pose la question sur le fait que la recherche ne va pas assez vite, c'est pas que les chercheurs ne vont pas assez vite. C'est typiquement là sur le délai de 6-7 ans pour une création, malheureusement elle est tributaire. Il y a des pistes là-dessus pour... Oui, mais... On subit là Vincent Lavier. J'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais le constat qu'on fait, en fait, c'est que le changement climatique va trop vite, à mon sens, par rapport à la capacité que la recherche a de faire évoluer les choses. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Et ça, on ne peut pas ralentir. C'est plus positif comme ça. Non, mais bravo évidemment à la recherche. On est conscient quand même de la mobilisation, et encore un peu plus chez nous, parce qu'on sait que de toute façon, il y a des gros travaux de recherche sur ces espèces-là à l'Inrad-Dijon, donc nous, on est encore un petit peu plus concernés. En plus, le site de la Chambre d'agriculture, il est juste à côté des parcelles d'essai d'INRA, donc on sait qu'il se fait beaucoup de choses. Mais force est de constater que, malgré tout ce qui se fait, c'est encore à peine suffisant par rapport aux besoins que les producteurs ont. C'est dans ce sens. Grave. Enfin, sincèrement, félicitations à toutes les équipes de la recherche qui font avancer les choses. D'ailleurs, je pense qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on n'est pas mal lotis sur le sujet par rapport à d'autres régions. Question Fabrice, question C'est pas une question, hein. On est tous d'accord que les planètes, elles sont alignées comme jamais elles ont été alignées. Le seul problème, ce sera pouvoir de produire demain. Déjà, on a le changement climatique, et puis le vrai fléau aujourd'hui, alors c'est aussi peut-être dû au changement climatique, c'est les insectes. Parce qu'aujourd'hui, il y a 15 ou 20 ans, bon, on avait la chimie pour se débarrasser, entre guillemets, des insectes. Aujourd'hui, en termes de matière active, pour lutter contre la bruche, c'est terminé. Aujourd'hui, sur le colza, alors c'est pas du tout la même plante, mais mine de rien, on produit en France encore 3 500 000 tonnes de colza, c'est 2 millions de tonnes de tourteaux à disposition de l'élevage. Si demain, et ben alors nous on a cette problématique grosse altise dans notre région, moi à la FOP, en discutant avec mes collègues, de l'altise, de la grosse altise, il y en a en Vendée, il y en a en Normandie, ça commence à s'étaler. Si demain tous les colzas, on n'a plus de moyens de lutte contre la grosse altise, puisque aujourd'hui toutes les solutions phytosanitaires, bon, elles disparaissent les unes derrière les autres. Donc je peux vous dire que la recherche, elle a de l'avenir parce qu'on en a besoin pour trouver, dans toutes les cultures que ce soit, le colza, le pois, des variétés résistantes, voire tolérantes, on ne demande pas, mais au moins, voilà, puisque de toute façon, alors, du point de vue chimique, les molécules, puis alors lutter contre les insectes, c'est vrai que sur des plantes mellifères, aujourd'hui, au niveau de la société, lutter contre ça d'un point de vue chimique, c'est très très compliqué, et de toute façon, en chimie, il n'y a rien dans les cartons pour les 8 à 10 années qui viennent. Hein. Donc aujourd'hui, et puis alors pour faire homologuer un insecticide aujourd'hui en Europe, je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Donc voilà, aujourd'hui les boîtes de phytosanitaires au marché européen préfèrent aller en Amérique du Sud et puis aux États-Unis ou au Canada, c'est beaucoup plus simple, ou en Chine. Donc voilà, le vrai sujet aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'on a énormément besoin de la recherche aujourd'hui pour venir au secours de nos productions. Merci. Fabrice, 16h20, une heure pile. Conclusion de cette table ronde. Je vous souhaitais dire un tout petit mot d'idée, très rapide pour tenir l'engagement, de timing. Non, assez rapidement, là, par rapport à la remarque que vous venez faire, et pour citer un deuxième exemple. Ce matin, on a vu un exemple que je trouvais exemplaire, situé sur la commune de Dijon. Pour moi, je pense qu'il faut bien avoir en tête que c'est un cas isolé, et moi je trouve ça vraiment dramatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui ont la seule chance d'avoir une alimentation équilibrée, de qualité, ou du moins j'espère, dans les cantines,
Et malheureusement, il y a quand même tout un tas d'élus qui, pour moi, sont quand même des personnes responsables, qui sont quand même à des années-lumière de faire ce qui se fait à Dijon. Et c'est quand même dramatique. Il faut passer les messages. Il faut passer les messages. Dans un sujet où la contribution sociale, elle paye grosso modo la moitié des repas. C'est dingue. En tous les cas, je souhaitais vous dire que quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, je ne savais pas quelle notion de débat, de discussion il y aurait pu y avoir. Force est de constater qu'on parlait d'alignement des planètes. Moi, je vois finalement que vous êtes tous disposés à aller dans la même direction et avec finalement la même. Il y a peut-être juste un petit peu de passerelle ou de pont, on le disait, à affiner. Qui souhaite aller faire un petit mot, ou alors je vous passe le micro très rapidement pour un petit mot de conclusion, ce que vous retenez de cet échange, ce que vous retenez peut-être de la journée. Si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Et après, on clôture et on accueille Jean-Rémy. Je n'étais pas là ce matin, mais sur une autre démarche un petit peu comparable, où l'idée qu'on a portée quand même, c'était de dire de toute façon, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, on n'est pas sûr de réussir, mais il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est d'avoir essayé. Voilà, c'est un beau mot de la fin. Merci Vincent. Je dirais un petit mot, c'est qu'on fait beaucoup de réunions en ce moment, qui vont sans doute se basculer en visio d'ailleurs très prochainement. Je pense que le sujet qu'on évoque aujourd'hui est dans beaucoup de têtes. J'étais en assemblée générale de coopératives ce matin, le sujet est évoqué, la RSE, le climat, la dépendance, la relation avec la GMS, l'acceptation du prix par les consommateurs. Donc je pense qu'on est quand même aussi sur un trend, je suis très serein, très serein en tout cas, positif sur l'avenir des gens qui produisent de l'alimentation, donc les agriculteurs, les éleveurs en général. Donc je trouve qu'il y a plein de belles choses à faire. Les deux fonctionner ensemble, je pense qu'on avancera beaucoup plus vite, et on va essayer de fonctionner par petites victoires. Et moi, même si j'ai pas pu participer à toute la journée, je pense que tous les travaux de GoProtein vont alimenter les travaux de GoProfilet. Ils auraient pu tomber dans les oubliettes. On reprend, on récupère les données. Et puis l'objectif, c'est effectivement d'avoir beaucoup de conviction aussi. Hein. C'est ce que je disais au téléphone ce matin. On ne fonctionne que par conviction, parce qu'on oublie un petit peu l'intérêt personnel pour travailler sur l'intérêt général. Et si on arrive toujours à avancer, en tout cas à la vitesse où on avance, et je pense qu'il y a un timing qui est aussi à respecter, je pense qu'on va y arriver. Merci. Moi, je voudrais juste remercier vraiment les équipes qui ont travaillé, Hélène, bien sûr Fabrice en tant que président du corps économie, et puis à l'image de Maëlle, je crois que c'est ton prénom, toutes les filles autour de toi et les garçons qui ont travaillé et qui ont un enthousiasme incroyable et peur de rien pour prendre le micro et exprimer des choses. Moi je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a besoin de vous, de ces travaux, on a besoin de réfléchir ensemble à nos solutions collectives, et on ne pourra rien faire nous sur la gouvernance si on ne sait pas où on va en matière de production. Donc merci pour tout ce que vous avez fait. Merci Karine, merci Didier, Vincent, Christophe et Sylvain. Non, ce qui m'embête, c'est... non, premier point déjà, j'ai vraiment apprécié tout ce qui a été présenté tout au long de la journée. Je trouvais des travaux très intéressants. Ce qui m'embête là, dans tous les échanges que j'ai pu apporter, c'est d'avoir quelque part plutôt apporté un message négatif, alors que c'est pas vraiment le fond de la pensée, mais bon, c'est quand même la réalité des On a été transparent, choses. On n'est pas... Et pour donner une note de positivité, comme j'ai l'impression qu'avec les personnes qui sont autour de moi, on va se revoir assez rapidement. Non? Très bien. Karine, un petit mot pas. Le petit mot, c'est que j'ai vraiment apprécié la journée parce que c'était très diversifié. Tous les aspects ont été traités ce matin, de la nutrition à la perception, etc. J'ai trouvé ces échanges très riches et je trouve qu'on devrait en avoir plus souvent des échanges comme ça pour renforcer aussi les synergies entre public, privé, institut, etc. Merci Karine. Et vive la recherche, hein, je le dis. En tous les cas, merci de votre attention, je tenais à vous le dire, parce que pour animer pas mal de tables rondes, on voit souvent le public dans les téléphones ou les tablettes, vous avez été tous très attentifs, et c'est vraiment un plaisir aussi
d'avoir pu nous accompagner sur cet échange.